Euh, voilà, l'enregistrement est enfin parti. J'oublie toujours de me mettre en route. Mais pour l'instant, on n'a rien loupé. Alors, je vais essayer de partager une carte. Euh, tac. Non, c'est pas ça. Alors, attendez, je partage. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la carte? Allô? Oui, on la voit bien, je la vois bien. Voilà. Alors, vous voyez, on voit Pokrovsk. Alors, pour commencer un peu, pour Alors, introduire, voilà, un point sur le front où chacun pourra intervenir s'il le souhaite. oui. Alex. Alors, voilà. Alors, pour le moment, pour notre brigade, la brigade Roubiche, donc de la garde nationale, et certains bataillons sont déployés sur le front de Pokrovsk, hein. C'est une brigade parmi beaucoup d'autres, hein. Il faut dire, on n'est pas les seuls qui sont là-bas. Les combats, j'ai eu les derniers rapports qui m'ont été donnés à peu près il y a 4 semaines, que c'était des combats extrêmement farouches, où les troupes russes ont réussi à pénétrer les lignes ukrainiennes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'armée ukrainienne, en ce moment, on a un manque d'infanterie. Ce manque d'infanterie, naturellement, est compensé par des drones. C'est les drones qui surveillent, en fait, des sections de terrain qui ne sont pas vraiment contrôlées par l'infanterie. Donc, nous avons ce problématique de manque d'infanterie et les Russes arrivent à percer. Alors, il faut dire que la ligne de front n'est pas une ligne comme en 1916 à Verdun, c'est pas une ligne continuelle de tranchées, c'est des tranchées qui se juxtaposent, et c'est-à-dire que les troupes, si les tranchées ne sont pas remplies d'infanterie ukrainienne, les troupes russes arrivent passer par, euh, à passer par le front, hein. C'est-à-dire, ces troupes russes arrivent à contourner les tranchées ukrainiennes, et se trouvent dans le dos de l'armée ukrainienne, et arrivent à déstabiliser le renfort de troupes, c'est-à-dire tout le ravitaillement qui vient par la route. Tout d'un coup, vous vous trouvez à 10 km du front, et vous êtes en embuscade par des groupes de sabotage de l'armée russe, et vous vous trouvez en embuscade, et le ravitaillement est détruit. Donc, c'est des combats extrêmement meurtriers en ce moment, hein. Certains disent que c'est même pire que Bakhmut, hein, où notre brigade y était aussi. Donc, la situation est très grave, dans la région de Pokrovsk. Le premier corps de la garde nationale, Azov, a dû être envoyé en renfort pour stabiliser la situation. Ça a été il y a 3 semaines de ça. La situation a été stabilisée avec le premier corps de la garde nationale, et le terrain a été repris. Mais d'après ce que j'ai lu aujourd'hui ou ces derniers jours, dans la région de Pokrovsk, il y a à peu près 70 000 troupes russes qui sont prêtes à un assaut, ou qui vont essayer certainement de prendre les positions ukrainiennes. Dmitro, un petit rajout peut-être, non? Oui, oui. Bonjour, bonjour encore une fois à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Alex. Je peux compléter en disant que, puisqu'on parle des drones aujourd'hui, c'est bien à cause des drones que le théâtre de la guerre a complètement changé. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à ce qu'on voyait il y a 3 ans, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même façon, c'est pas du tout la même configuration, et c'est pas le même caractère des combats. Donc aujourd'hui, la présence des drones des deux côtés fait que les assauts ne se font plus de la même façon. La ligne de front, comme Alex l'a bien dit, elle,
Elle n'a pas exactement la même configuration qu'il y a 3 ans. Et aujourd'hui, donc les Russes, la tactique des Russes est euh, de faire les assauts avec des petits groupes. Et avec des petits groupes pour justement essayer de s'infiltrer dans nos positions et essayer de pénétrer derrière nos positions pour des actions de sabotage ou de prise de position, s'ils y arrivent. Et c'est aujourd'hui ça qu'ils font. Donc aujourd'hui, on ne voit plus d'assaut avec des colonnes de blindés, des chars. On voit pratiquement très peu de chars sur le champ de bataille. On voit surtout les drones, on voit pas mal d'artillerie toujours. Et tout ce qui est blindé et les grands assauts avec beaucoup de personnel, etc., ça se fait plus. Ça se fait plus parce que les drones surveillent toute la ligne de front des deux côtés. Hein, ça se fait des deux côtés. Et donc le moindre mouvement de l'ennemi est repéré et des contractions sont mises en place. Et bien sûr que les Russes, ils ont beaucoup plus d'hommes que nous. Donc, oui, on peut dire qu'on manque d'infanterie, mais les Russes subissent des pertes colossales. C'est des pertes colossales. Alors, leur tactique aujourd'hui, c'est d'y aller par des petits groupes de 2, 3, 4, 5 hommes qui y vont tout simplement. Ils y vont dans les champs, dans les bandes de forêt qui divisent les champs. C'est ce que vous voyez dans les paysages de cette zone-là. Et ils se font éliminer très souvent. Euh, et il y a le groupe suivant qui vient. Et il se fait éliminer et le groupe suivant vient. Et en fait, ils envoient du monde comme ça en vague tout le temps. Et les pertes qu'ils ont, en fait, ça ne les regarde pas, ça ne les intéresse pas. Et ils meurent et les suivants marchent sur ceux qui viennent de mourir. Et comme ça, ils arrivent à pénétrer, par exemple, sur un groupe de 5, il y a un qui survit, ils arrivent à se cacher dans un trou, il attend, il marche souvent à pied, en fait, c'est souvent à pied, parfois en moto, ils marchent pendant des dizaines de kilomètres parfois, et ils y vont, ils savent que c'est le chemin, il y a pas de retour, en fait, possible pour eux, parce que s'ils n'avancent pas, s'ils reviennent, ben, ils se font shooter par leurs propres camarades. Et donc, ils ont qu'un seul choix, c'est d'avancer. Et ils avancent, et donc sur un groupe de 5, s'il y en a un qui survit, il se cache dans un trou, il attend que les autres viennent. Le groupe suivant, bah, ça va être pareil, etc. Ils s'amassent et ils continuent. Souvent, ils sont complètement abandonnés, ils n'ont pas de connexion, ils ont juste un objectif, c'est d'avancer et d'avancer. C'est tout, quoi. Voilà. Alors, Donc voilà la situation et pardon, voilà la situation et donc c'est à la fois aujourd'hui assez prévisible, mais en même temps c'est assez dur parce que ce type d'assaut, il s'arrête jamais en fait. C'est pas un assaut avec, comme on avait vu ça, Ouais. comme disait Alex, en 19, 40, 18, c'est pas du tout ça, pas du tout ça. Il n'y a pas une ligne de tranchée sur des centaines de kilomètres, mais il y a des positions, des bunkers qui sont éparpillés un peu partout. Et on contrôle la zone et les drones qui sont toujours en l'air pour surveiller et toujours en coordination entre les fantassins sur le terrain, les dronistes qui sont un peu à l'écart mais qui voient tout et l'artillerie bien évidemment qui intervient lorsque c'est nécessaire. Donc voilà un peu pour vous faire l'image alors, très brièvement de ce qui se passe aujourd'hui. alors, moi, je voulais juste rajouter sur ce sujet du front Merci. que maintenant, les Allemands disent c'est un front translucide ou transparent, si vous voulez. C'est-à-dire sur 40 km, les drones peuvent regarder les drones sur 40 km d'un côté et les drones russes peuvent regarder aussi sur 40 km de l'autre côté. C'est-à-dire
tout ce qui arrive, tout ce qui est mécanisé, qui arrive direction de la ligne 0, direction du front, est repéré à 30 à 40 km à l'avance. Et ceci 24 heures sur 24. Alors, c'est-à-dire, c'est pour ça que on essaye d'éviter d'amener des transports de troupes mécanisés. C'est pour ça que souvent aussi le ravitaillement se fait en drone parce que les voitures 4x4 se font arrêter avant par les drones. Donc le front est vraiment transparent sur 40 km d'un côté, sur 40 km de l'autre. On voit tout ce qui arrive. Et ça, c'est les drones qui font ça, effectivement. En fait, on appelle ça la kill zone. Kill zone. Oui, oui. Donc, il y a une zone de 20 km à peu près de chaque côté. Donc, c'est une zone qui est difficile d'accès et difficile pour la passer, en fait, parce que, comme dit Alex, on voit tout, en fait. On voit tout et en permanence, le jour et la nuit. Et c'est une espèce de... c'est pas une no man's land, c'est pas ça. Mais c'est ce qu'on appelle un peu la zone grise ou la kill zone. Sergey, you just deliver 200 drones, I think, and you go to the front line sometimes. And do you see something new or not in what you see? If it is different from the beginning, you Of the war. deliver the drones on now, and yes, and as a non-military person on the front line, what do you see particularly today in the front line when you deliver the drone, if you are able to see something in the front line? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. That's all I can say in French, unfortunately. Thank you. Well, Danke. thank you so much. And thank you so much. And yes, indeed, the drone warfare is a rapidly changing area, rapidly changing. And we have started to deliver drones to Ukraine over 2 years ago. And we're delivering FPVs, that means first-person view drones, since middle 23 to Ukraine. I can tell you that the drones we delivered like 1 year ago are quite different compared to what we deliver now, and we constantly improve and change them, because exactly if you compare it to the tanks in the World War II or to airplanes, the World War II started with one type of tanks, and already 2-3 years ago the tanks were quite different. The same regarding the planes, like the jet planes were developed, the heavy tanks were developed, etc. And the first years of development of this new type of equipment were marked with a rapid development. That is exactly what we see in drones. We, as the United Unmanned Systems, we specialize on FPV kamikaze drones. That means drones which hit a target and explode. On bomber drones, that means the drones which bring a bomb delivery over a target, drop the delivery and fly away, return to the base, ideally get the new payload of bombs and go back. And interceptor drones, which are air defense drones, which fly from the ground and hit the air target, like Shahed drones, for example, but also the reconnaissance drones of the Russians. What we see now, that the level of complications which a drone pilot has to fight during their work is incredibly increasing. Electronic warfare is one of the problems. Is the biggest problem. What is electronic warfare in terms of a drone? When we talk about our drones, but
like most drones do the same. We have a pilot who has a radio antenna who sends a drone, and it communicates with the drone. The pilot sends drone per radio a signal how to fly, and the drone sends video signal what drone does see, what drone is see. That's why it's called FPV, first person view drone, because a pilot has goggles and the pilot sees what drones see. So the jamming is actually an attempt to send a very strong disturbance signal on the same frequency, disturbing exchange between the drone and the pilot, either disturbing video signal or disturbing control system, and preferably both. So we have areas and we have drone producers where we say only 10% of drones can operate, like 90% get lost. And out of this perspective, the Russians said during their Kursk counteroffensive that, hey, we will develop not radio drones, but fiber optic drones, which are connected with fiber optic, the pilot, and the drone flies with a fiber optic cassette, and the connection cannot be jammed because it's a cable. Well, I tell you, from our perspective, United Unmanned Systems, it was an interesting but a very expensive and in many cases inefficient decision, because that makes drone double as much expensive, that makes drone double as heavy, reducing the payload weight, and adds complications to the flight profile, the height, the flexibility, mobility, etc. Yeah. So we invested in development of a high stable EW resistant radio models, which allow drones to operate also even under heavy EW. And now we know that our drones have, if they are really good, like set for the EW environment, they can fly even under very strong EW without being jammed. I think that Metro can tell more about it because his guys are flying our drones and are happy with that. But you asked me, what about the development? EW is a case. Like EW is a case, and many drones can be jammed with EW. Then you have the whole environment, like roads are covered with anti-drone nets, because you need to protect your logistics. You need to protect your logistics. And when you drive in the east, you drive through these drone tunnels. The roads covered with anti-drone nets. You see that the trenches are different. Like the trenches which we used to see like 2 years ago are not safe for soldiers anymore. They need to be covered. You see that the electronic warfare systems are installed on each car. Like 2 years ago, it wasn't the case. You see that both enemy and Ukraine are using repeaters. And our drones are also conceived for using repeaters. Like a winged drone with a repeater station flies around and sends a signal, which helps our drones to operate further beyond the front line or to be more stable, even more stable against EW. And. I tell you, the development of the drones is a very rapid, volatile, and very high-tech area. And we at United Unmanned Systems, we are happy to provide consultations and consultant services to any NATO partner. And we do it with the German army, but we also, of course, with the French army. And I tell you, the last thing is that currently 70% of kills along the front line, both cars, tanks, artillery, or infantry, are kills done by the drones. Just think about it. It's not artillery anymore. It's not gunfire anymore. It's not landmines anymore. It's drones. 70%. And if you think about the last point in that thing, that you give practically with a drone, you give a firepower formerly was only in possession of a battalion commander. You give it to the hands of a squad leader or a platoon leader. And you can hit an enemy with a precision. You can hit an enemy on a distance of up to 15 kilometers with precision
with full control over the battlefield, and that was prerogative of a battalion, maybe of a division commander, not of a platoon or squad leader. That is totally different level of empowering your soldiers. Thank you. And what about the AI on drones? AI. I tell you what, if every time I hear the word AI, I get a penny, I would have been a millionaire. AI is something like the E prefix in the business of 2000s, when you had e-commerce, e-consulting, e-delivery, e-shop, etc. You add AI to everything. Have I seen really full function AI in my life in drones? No, there is no such thing. There is no such thing. What do we have? We have software decisions which can provide some help. What kind of help? First, what do we get advertised as AI? Practically, we have, for the longer range drones, we have visual recognition of the target. That is exactly what cruise missiles had in 1960s already, especially anti-naval missiles. You can program your missile, how a aircraft carrier looks like, and where the missile should hit this carrier. And you can teach your missiles how to communicate, what to do, how to organize a combined attack to reduce the efficiency of phalanx anti-naval systems, etc. But that's not AI. AI is machine learning. AI is that your drone brings some new information from every mission. AI is that your system gets smarter and smarter day by day. That's not the case. What do you have also now with FPV drones? You can say, this is the Shahed drone. That's how it looks like. If you see it, you catch it, and you follow it. Is it AI? No, it's optical recognition. Or for example, you can tell your FPV drone, kamikaze drone, what to do when the drone gets into a jamming field. Come back. Is it AI? No. It's a pattern of a flight pattern. You program your drone how to act under certain conditions. Okay. Or you can teach your kamikaze drone that if you fly over a tank and that tank and the pilot says lock, the drone flies into the tank even if there is no connection. Is it AI? No. No. So you have a lot of software supply decisions which can improve your efficiency, but none of them is AI. The last point, AI also means the drone can go free hunting, that the drone can go hovering and looking around for a target and look for a target and decide if the target is worth for killing. In an environment where all soldiers look the same, where all equipment look the same, and when soldiers use a lot of civilian cars like vans, minivans, cars, etc., you cannot let your drone to decide who is to be killed, because you will have a lot of friendly fire in this case. And that's not what we have, of course. Okay, thank you very much. Donc, Olivier, une petite réaction là-dessus, s'il te plaît. Bonjour à tous. J'espère que c'est bon. la bande passante sera bonne. Alors, merci pour ces éclairages tactiques de ce qui se passe aujourd'hui. Si on prend un peu de la hauteur, pas forcément sur la notion tactique opérative stratégique, mais en regardant un peu en arrière, souvenons-nous, jusqu'il y a 1 an, 2 ans, nous, en France, en Europe, en Occident, on était persuadés finalement de la meilleure capacité d'innovation des Ukrainiens par rapport aux Russes. Vous, c'est ce qu'on avait à l'esprit jusqu'à il y a 18 mois. Cet écart, cet avantage comparatif, concurrentiel, s'est émoussé, s'est affaibli. C'est-à-dire que les Russes ont rattrapé leur retard sur les 2 plans, du quantitatif et du qualitatif. Alors, on ne va pas faire le débat habituel sur la lutte entre l'épée et le bouclier. Tout le monde, enfin la plupart des auditeurs de notre conférence savent qu'il y a des évolutions
très rapide d'innovation technologique. C'est absolument passionnant de voir que les cycles d'innovation se raccourcissent et que finalement, tous les 3 mois, un standard technologique, au bout de 3 mois, est finalement dépassé parce que l'autre a trouvé une contre-mesure tactique, opérative, technologique, peu importe. Et puis soi-même, enfin bref, chaque partie ne cesse de s'adapter à l'autre. Une fois que j'ai dit ça, l'avantage était à l'origine plutôt à l'innovation ukrainienne. Force est de constater qu'aujourd'hui, Russes et Ukrainiens sont au, au même niveau. Ce sont par exemple plutôt les Russes qui ont développé les, les drones à fibre optique. Et là, en plus, on ne parle que de drones, je dirais, d'ordre tactique dans le front de 20 à 30, voire 40 km de part et d'autre de la ligne de front, hein. On ne parle pas des longs drones. On commence à vous voir arriver visiblement, mais ça, peut-être que nos gens sur le terrain, nos interlocuteurs sur le terrain nous confirmeront, des drones qui seraient porteurs de drones. On voit de la combinaison drone d'observation, drone de frappe. On a vu apparaître des contre-mesures et notamment les corridors avec les filets de part et d'autre de façon à protéger les corridors logistiques. Donc, des choses très simples, du filet de pêcheur répond à du low-tech qui répond lui-même à du high-tech. On commence à s'interroger sur l'apparition d'essaims de drones. Le sujet est dans les esprits depuis des années. Maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on parle finalement de cette notion d'essaim de drone, voire de contre-essaim de drone. Pour l'instant, mais là aussi, c'est une question que j'aimerais poser à nos interlocuteurs sur le terrain. On n'a pas de signe d'usage massif de ces essaims de drones. Il y a peut-être des petits nuages de drones, mais pour l'instant, c'est pas encore apparu. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est une question d'intérêt. Voici pour le niveau qualitatif, qui bien évidemment est très gênant pour les Ukrainiens parce que ils compensaient, je dirais, un rapport de force sur les domaines traditionnels, sur les facteurs traditionnels du rapport de force, artillerie, munitions, matériel, hommes, etc., etc., justement par cette innovation technologique. Force est de constater aussi que même si les Russes grignotent du terrain depuis maintenant 18 mois, il n'y a pas d'effondrement de l'armée ukrainienne et que ce non-effondrement de l'armée ukrainienne est notamment dû à, mais ce que nos interlocuteurs nous ont raconté, cette adaptation technique et tactique. Euh, et là encore, il faut rappeler quelque chose de très important. L'innovation, et notamment l'innovation d'usage, n'est pas seulement technique, c'est pas seulement du low-tech, c'est aussi des innovations tactiques, d'adaptation tactique. Souvenez-vous, comme nous nous étions moqués il y a 12 ou 18 mois quand on avait vu les premiers Russes à motocyclette. Je crois que hier ou ce matin, on a vu la livraison de premières 500 motos ukrainiennes, preuve que ben, les Ukrainiens aussi se mettent finalement à cette innovation d'usage. Donc l'innovation tactique n'est pas forcément une innovation technologique, y compris en matière de drone. Merci On peut Olivier, répondre. merci. Alors, Mitro, peut-être sur les essaims de drones, c'est vrai que on voit des shows, enfin, surtout chez nous, enfin depuis un certain nombre d'années, même pour les grandes fêtes nationales, etc., on voit des shows de drones de figures, hein, même en 3D. Enfin, on imagine le coup de feu ça, hein, dans les forces. Quand on parle du coup de feu, tiens, c'est tous ces drones qui arrivent sur un point déterminé. Là, ça ferait un coup de feu extraordinaire. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est déjà utilisé d'ailleurs ou pas? Alors, ça dépend comment on définit la notion même de l'essaim de drone. Donc, c'est plusieurs drones il s'agit bien évidemment de plusieurs drones qui font la même chose ou qui font chacun quelque chose de différent. En fait, ça existe, oui. Est-ce que c'est utilisé? Oui.
Est-ce que c'est massivement utilisé? Non, mais c'est utilisé assez souvent, je dirais. Mais c'est utilisé quand il y en a besoin, en fait, et quand la situation le permet. Souvenez-vous d'une assez récente opération toile d'araignée que nos services spéciaux ont effectuée en Russie profonde. Est-ce que ça, c'est un essai de drone ou pas? Moi, je pense que oui, hein, c'est un essai de drone. Alors aujourd'hui, lorsqu'il y a dans la situation actuelle sur la ligne de front, quand il y a un grand assaut, quand il y a je sais pas moi, une compagnie entière qui va à l'assaut, et ben, le nombre de drones qui sont montés en l'air par les Ukrainiens est considérable. Donc, est-ce que c'est un incendie de drone? Je pense aussi. Après, ce qu'on disait tout à l'heure au début de notre conversation, la situation aujourd'hui est telle que les assauts ne se font plus ou très rarement, en tout cas par un grand nombre de véhicules, de personnel, etc. Donc il n'y a pas besoin en fait de faire voler 100 drones ou 50 drones à la fois pour un groupe de 5 gus qui se baladent dans les champs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait tout dépend de la situation sur place. Et en fait la grande particularité de cette guerre, euh, enfin particularité, en tout cas c'est une de ses caractéristiques, c'est que beaucoup de décisions sont prises sur le champ en fonction de la situation. Et en fonction de la situation et en fonction des conséquences possibles de cette décision. Donc aujourd'hui, les essais de drones sont utilisés, mais ils ne le sont pas tous les jours. En fait, on prend cette décision sur l'utilisation des essais de drones en fonction des besoins et de la situation sur le terrain donné. D'autres exemples, est-ce que les centaines de Shahed qu'on reçoit sur l'Ukraine quasiment tous les jours, est-ce que c'est des essaims ou pas? Moi, je pense que oui. Après, ils volent chacun dans sa direction. Il y en a qui volent sur Kiev, d'autres volent sur Kharkiv, Dnipro, etc. Mais ils les envoient par centaines, en fait. Donc, c'est beaucoup de drones lancés à la fois. D'abord, ils envoient des drones vides pour tromper notre défense aérienne, et ensuite, ils envoient des drones chargés d'explosifs. Eh ben, nous, on fait la même chose. On envoie beaucoup de drones en Russie. Donc ça aussi, c'est des essais de drones. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse claire, oui ou non, ça existe pas. Ça existe, oui, mais c'est pas quelque chose qui est pratiqué, on va dire, tous les jours, parce que c'est bien. Voilà, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, ça dépend des besoins. Euh, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et ensuite, peut-être éventuellement un commentaire sur la chasse, la course aux innovations. Euh, Exactement. Monsieur Kempf a tout à fait raison. Cette différence, on va dire, cet écart entre l'innovation ukrainienne dont on a fait preuve au début de la guerre et aujourd'hui, cet écart et c'est amoindri parce que en fait les Russes ils ont compris la plupart, peut-être pas toutes, mais la plupart des erreurs qu'ils ont faites en commençant cette guerre sur le plan tactique. Et aujourd'hui, c'est la course, en fait. C'est qui va dépasser qui en termes d'innovation, de nouveauté, comment on va, quel nouveau procédé on va créer, quels nouveaux appareils, quelle nouvelle machine. Mais exactement aussi, je suis tout à fait d'accord, il y a aussi beaucoup d'innovation, et ça, c'est pas moins important. Il y a beaucoup d'innovations sur le plan de comportement et sur le plan d'usage
sur le plan de décisions qui sont prises, sur le plan d'organisation des groupes sur le terrain aussi. Donc cette course, elle va continuer comme ça. Les Russes, ils ont appris à apprendre, hein, parce qu'en fait, au départ, l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils pensaient qu'au bout de 2 jours, ils feraient un défilé militaire dans la rue centrale de Kiev, parce que on a retrouvé dans leur bagage, entre guillemets, les uniformes de parade qu'ils allaient utiliser pour faire un défilé militaire à Kiev. Donc ils pensaient que ça allait être une belle balade agréable. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ils ont compris que c'est une guerre qui va durer encore pendant des années. Ils sont prêts à ça et ils vont continuer à suivre ce cours aux innovations. Oui, ça va être comme une course où l'un va dépasser l'autre, etc., etc. Ça va aller comme ça. Est-ce qu'on peut commenter un petit peu les photos là que j'avais mises tout à l'heure sur les drones voilà, sur les drones de Sergueï, peut-être Mitro ou Alex ou Peut-être tu veux commenter là-dessus? Je crois que tu les as vus plus que moi. Alors, ce que je peux commenter, je peux déjà dire que oui, on connaît bien Sergueï et on connaît bien son entreprise. Ça fait un moment qu'on travaille avec eux, on est très très satisfait de leurs produits. Là, ce sont des images qui ont été publiées aujourd'hui par le service de la presse de notre brigade. Donc, il s'agit des drones FPV de 10 pouces de diamètre. Et c'est aujourd'hui, on va dire, une des armes les plus massivement utilisées lorsqu'il s'agit justement d'usage sur la ligne de front. et C'est utilisé, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit exactement là par exemple sur cette là on voit un obus, hein, d'accord. c'est clair, hein, là on voit une espèce de RPG qui est rattaché au drone. En fait, on utilise toutes sortes de munitions pour pour les attacher au drone. Euh, il n'y a pas il n'y a pas de munitions standardisées. C'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est bien parce qu'on peut utiliser à peu près n'importe quoi en fait, hein, Ouais, n'importe quel type de munitions, n'importe quel type d'explosif. C'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement bien organisé, centralisé de la part des autorités centrales. Bien qu'il y en ait un quand même, mais c'est assez aléatoire. Donc alors voilà, c'est nos camarades qui sont en train de préparer un drone pour le faire voler. Voilà d'accord. le drapeau de notre brigade. Ouais. D'accord. Alors on va aborder maintenant la partie. Oui, si on pouvait revenir sur l'organisation interne justement entre brigades, comment c'est, est-ce que c'est vraiment homogène? Comment c'est organisé sur le front? Est-ce que l'organisation du Sud ressemble à celle du Centre ou du Nord ou Alors, alors, pour les brigades, alors il faut dire que les brigades ne se ressemblent pas toutes, hein, elles sont toutes à un autre stade de développement si on veut. Pour la brigade Roubiche, en fait, nous on a été créé sur, sur les brigades de l'OTAN, hein. Donc dès 2015, dès notre création, on a suivi, on a été encadré par des troupes, en premier lieu des troupes canadiennes, je crois, qui nous ont encadrés, qui nous ont formés. Et la brigade Roubiche est une des rares brigades en Ukraine qui a été formée ou qui a été créée depuis sa formation sur les brigades de l'OTAN. Donc il y a des brigades dans l'armée ukrainienne, je veux dire, il y a des brigades d'élite, hein, troisième brigade d'assaut et une brigade de l'armée qui est vraiment très très connue en Ukraine, hein, qui a beaucoup de moyens aussi. Donc les brigades, moi je vais un peu comparer les brigades
comme des clubs de foot. Vous allez me dire, c'est un peu, c'est rigolo, mais nous avons en fait, comment dire, chaque brigade a en fait un certain nombre de possibilités de recevoir de l'argent, hein, Alors, parlons du process d'acquisition aussi. enfin, de la société civile, pardon, parce qu'il me manque les mots en français. Voilà, donc il y a des brigades qui sont vraiment très, très présentes dans les réseaux sociaux, hein, sur la télé ukrainienne, dans les réseaux sociaux nationaux et même internationaux. Donc, il faut savoir que dans la société civile ukrainienne, il y a un certain nombre d'argent que les gens donnent, hein, ils donnent ça aux brigades par des organisations. Donc, vous avez des brigades très connues qui ont beaucoup de moyens et vous avez des brigades ukrainiennes qui ne sont pas très connues, qui, naturellement, eux, doivent se débrouiller pour trouver aussi un financement via des organisations. Hein. Donc, c'est un peu comme des matchs des clubs de foot. Vous avez vraiment des brigades très, très connues, hein, comme en première division, des brigades moins connues. Et ça se joue aussi un peu sur les moyens que ces brigades. Alors, dans le processus d'acquisition, est-ce que justement les forces achètent quand même des drones comme ça? Et est-ce que l'intervention par le processus qu'on verra petit à petit maintenant, se fait de façon complémentaire ou est-ce qu'ils comptent justement sur ce que vous faites pour peut-être éviter certains achats? Comment c'est réparti un peu tout ça? Alors, nous avons vu, je vous avais partagé un lien de la BBC qui avait fait un article pour l'année 2024 que l'armée ukrainienne a financé 1 300 000 drones pour l'année 2024. Donc, l'armée ukrainienne ou le ministère de la Défense a donc donné les drones aux unités et aux brigades, mais il y a la société civile qui intervient aussi pour donner encore plus de drones aux unités qui sont sur le front. Parce que si on compare 1 300 000 drones, 1 300 000 drones donnés par l'armée par l'armée aux unités ukrainiennes, c'est pas assez. On a besoin d'encore plus. Et là, la société civile s'organise pour supporter les brigades qui sont au front. Alors, je crois savoir, c'est une loi ukrainienne hein, qui permet ce système de financement que vous expliquez. Oui, hein, je crois que Dimitro l'a peut en parler. Oui. Oui, oui, donc pour compléter sur ce sujet, tout d'abord peut-être un petit mot sur l'organisation des brigades. Donc, comme Alex disait, les brigades ne sont pas toutes les mêmes. Nous, on est brigade qui est toujours restée dans les zones de combat. Et donc, l'organisation est très complexe et très riche aussi. Parce on a beaucoup d'unités au sein de la brigade qui ont des rôles très divers et variés. Et donc, on est aussi une brigade très complète en termes des tâches qu'on peut effectuer. Aujourd'hui, toute la brigade est déployée sur une partie du front. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, il y a une réforme qui est en cours pour justement agrandir les groupements tactiques déployés sur le front, parce que jusqu'à présent, il s'agissait surtout du déploiement des groupes au niveau des bataillons. Donc, pour traduire ça en langage simple, en fait, il y avait plusieurs bataillons, plusieurs brigades qui étaient mis ensemble, déployés ensemble sur une partie de front. Et donc, très souvent, on était dans des situations où on ne connaissait pas le voisin à côté, ni le voisin de l'autre côté, etc. Et donc ça crée un certain nombre de problèmes. Donc aujourd'hui, on va vers l'agrandissement des groupements déployés sur le front. Donc aujourd'hui, toute la brigade est déployée, y compris donc une partie. En fait, l'état-major de la brigade, il se trouve dans la région de Kiev. Une partie de l'état-major est déployée, l'autre partie reste. Et on fait les rotations, on fait
fait la relève. La même chose pour le personnel, la même chose pour tout le monde en fait. Donc on change un peu, à tour de rôle. Alors, concernant le deuxième volet de cette question, il s'agit aujourd'hui en fait d'une chose très simple, mais extrêmement importante, c'est la cohésion qui existe aujourd'hui entre la partie militaire et la partie civile de la société ukrainienne. Aujourd'hui, il s'agit pas, ces deux parties ne sont pas divisées en deux, comme c'est le cas en temps de paix et comme c'est le cas dans la plupart des pays du monde. Aujourd'hui, c'est extrêmement mélangé en fait. Parce que, d'une part, aujourd'hui, n'importe quel civil, notamment homme, euh, peut très vite devenir militaire, et beaucoup le deviennent parfois malgré leur volonté, mais bon, il y a il y a non seulement comment dirais-je, des droits, mais il y a aussi des obligations. Donc, il faut parfois aller répondre à ces engagements. Et d'autre part, il y a un vrai mouvement de la société civile en faveur du soutien de l'armée ukrainienne. Et je dirais même que s'il n'y avait pas ce mouvement dès le départ, et moi quand je dis dès le départ, ça veut dire dès 2014, parce que la guerre, Oui, en vérité, 2014. la guerre dure depuis 2014. Oui, oui. Et euh, juste pour rappel à tout le monde, les premiers bataillons qui ont vraiment rencontré l'ennemi sur le champ de bataille, c'était des bataillons volontaires. C'était des bataillons volontaires formés en 2014, qui sont devenus après partie, qui depuis font partie des forces régulières, etc. Aujourd'hui, enfin en 2022, c'était exactement la même chose. La défense territoriale composée des civils a joué un rôle extrêmement important pour stopper l'ennemi, pour le chasser notamment du nord de l'Ukraine. Euh, le rôle de la défense territoriale. Alors, la défense territoriale, c'est des anciens civils. C'est des gens, des hommes, des femmes qui sont allés en jean, en blouse, comme ils étaient chez eux. Ils sont allés se battre parce que ils savaient, ils comprenaient que c'était important de le faire. Donc aujourd'hui, en fait, la société civile continue à soutenir l'armée et c'est très bien. Et c'est très bien non seulement parce que ça aide au niveau de l'approvisionnement. Là, je vais vous parler un peu brièvement du système de l'approvisionnement qui existe, mais c'est aussi important pour parfois rappeler aux civils que la guerre est toujours là. Parce que ça peut vous surprendre, mais il y a des endroits en Ukraine où les gens ont l'air d'avoir oublié la guerre, quoi. Hein. Donc, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est quand même le cas. Donc, le fait que la société civile participe à l'effort de guerre, c'est extrêmement important. Donc, en termes d'approvisionnement, donc l'approvisionnement se fait en quelques niveaux, je dirais. Donc, tout d'abord, il y a l'approvisionnement public. Donc, en fait, chaque brigade, en fonction de sa place dans la hiérarchie militaire, s'adresse à ses supérieurs hiérarchiques pour avoir accès à tel ou autre bien matériel. D'accord? Donc là, on parle des drones, mais on parle du reste aussi. C'est la même chose. Euh, et reçoit une partie ou la totalité des biens demandés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les brigades peuvent recevoir du financement direct de la part des collectivités territoriales. Donc la forme administrative de l'Ukraine est telle que le pays tout entier est divisé en collectivités. Donc la collectivité, ça peut être une ville plus ou moins grande, avec des villages, des petites villes à côté, ou juste quelques villages qui sont mis en collectivité. Donc c'est une forme d'autogouvernance.
Et donc, les collectivités territoriales ont dans leur budget, ils budgétisent des enveloppes pour soutenir l'armée. Et donc, les brigades peuvent faire appel à ces collectivités. Donc, très souvent et en général, il s'agit des unités qui sont stationnées ou qui ont leurs états-majors dans la région, ou dans la collectivité, sur les territoires de la collectivité, mais pas forcément. On peut aussi s'adresser à des collectivités qui sont pas là où on n'est pas stationné, là où on n'est pas présent physiquement, et en fonction des capacités et de la volonté aussi de ces collectivités, ils peuvent nous financer. Donc, ils peuvent nous financer des achats de drones, ils peuvent nous financer des achats d'autres choses, ils peuvent nous financer des achats des systèmes de la guerre électronique, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, encore un mot par rapport à ça. Donc ensuite, avec cet argent-là qu'on reçoit sur nos comptes, on va aller aux enchères publiques, au système ProZorro, où il va y avoir plusieurs fabricants, plusieurs fournisseurs de tel ou autre équipement, tel ou autre bien, qui vont se positionner, qui vont proposer leurs produits. Et donc sur ces enchères, on va sélectionner les fabricants qui nous conviennent le mieux et on va acheter ceux dont on a besoin. Et donc la troisième partie, c'est l'approvisionnement à l'aide de la société civile qui représente en fait une grande partie de l'ensemble de l'approvisionnement. Donc comment ça se passe? La brigade en tant qu'une entité gouvernementale, n'importe quelle unité militaire fait partie de la structure gouvernementale, ne peut pas recevoir d'argent de la part des entités privées. Donc, une société, une ONG, un particulier ne peut pas nous donner de l'argent. Voilà, on peut pas prendre ça. Par contre, la société civile a créé une multitude des ONG, euh, pour en fait organiser ce process. Et ce process, il se passe donc de la manière suivante. Soit les ONG font des collectes d'argent en Ukraine, beaucoup de gens donnent de l'argent, un peu ou beaucoup, régulièrement ou pas régulièrement, ça dépend des volontés et des possibilités de chacun, mais beaucoup de gens donnent de l'argent, c'est leur façon de contribuer, c'est leur façon de se sentir concernés. Donc ils donnent de l'argent aux ONG, les ONG achètent des biens et ils nous les transmettent en tant qu'aide humanitaire. Et on fait des courriers à ces ONG en leur demandant tel ou autre truc. Et ensuite, à la réception des biens, on signe les actes de remise de ces biens. Et donc les biens arrivent sur la balance, j'allais dire commerciale, mais c'est pas le cas de la brigade, c'est-à-dire qu'ils sont bien comptabilisés dans les registres, ils sont répertoriés, comment dire, ils sont inventarisés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, inventoriés, merci. Inventorié. Voilà, ils sont là, tout le monde sait d'où c'est venu, tout le monde sait où c'est allé, qui est Ouais. responsable de tel ou autre truc, etc. Mm. Et voilà. Et donc après, les ONG ont leur façon de communiquer avec leurs partenaires, leurs donateurs, parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de donateurs. Après, il y a en Ukraine ou ailleurs, en France, en Allemagne. Après, il y a des ONG locales qui ont des partenaires en France, pareil, ou partout, n'importe où, dans n'importe quel pays. Et ils ne font que la réception et la distribution Alors, de l'aide humanitaire qui est envoyée. ouais. Excusez-moi si je parle Non, trop, non, c'est mais bon. Alors, pourriez-vous peut-être éclairer ah bah, mieux, quoi. c'est très clair, mais justement, on va passer maintenant, justement, avec une slide aussi, la parole à Sylvain Grenot. Sylvain, qui est donc responsable financier logistique et partenariat de l'ONG Agir Ensemble pour l'Ukraine, avec laquelle on a fait un Bonjour à tous. partenariat, au moins de communication. Et justement, j'avais une planche que Sylvain nous a
nous a envoyé sur ça, justement, pour que chacun ait la parole dans son domaine. Voilà, donc je pense que Sylvain, on peut rebondir là-dessus. Oui, donc en fait voilà, donc là ça c'était le schéma qu'on applique typiquement pour une ONG donc étrangère, française en l'occurrence, qui collecte pour justement pouvoir acheter du matériel, notamment à la brigade Roubiche via donc l'association Armata en l'occurrence. Donc en fait, le principe est simple et peut se répéter dans tous les pays. Et ce qui est important, c'est de s'appuyer sur une association en fait nationale. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il est important que ce soit une association allemande qui collecte pour pouvoir généralement pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, faire bénéficier de ces avantages-là aux donateurs. Et c'est ça qui nous permet aussi de voilà d'avoir plus de possibilités financières. Et l'avantage de ce système, on va dire, c'est aussi qu'on répond en général à la demande des brigades. C'est-à-dire on est sur un système, une réaction assez rapide en général quand on a une demande, on peut y répondre dans les 15 jours. Quand on a les fonds, on collecte des fonds en permanence en fait. Mais voilà, je voulais souligner un peu l'avantage aussi, on va dire, de ce mode opérationnel, c'est l'adaptabilité aux besoins justement de ce que les brigades vont nous demander à chaque fois, que ce soit du drone du coup avec de la vision thermique ou du drone à type 30T pour le largage pardon de matériel, de médicaments, de ravitaillement ou autre. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est important, qui pourrait être mis en place peut-être avec d'autres partenaires dans chaque pays. Faudrait centraliser peut-être ce genre d'action. Alors, à signaler que donc l'association a mis en place donc un lien pour recueillir les fonds sur l'opération drone justement aussi. Voilà, et puis on va leur mettre, nous on l'a mis sur la page de l'événement, et puis on va le mettre en page directement accessible sur le site. Mais c'est important de comprendre un peu ce système qui ne peut pas être un système direct, mais qui voilà. Et après, espérons aussi que les fabricants français puissent en profiter aussi. Et puis, alors en termes de coûts, oui. enfin de prix, je pense que c'est d'autant plus intéressant, quoique, de le faire, de faire fabriquer en Ukraine. Nous, notre principale préoccupation aussi, c'est d'être sûr, par votre traçabilité, enfin, ça peut être intéressant, au moins la traçabilité de l'argent. Donc, on voit l'argent, est-ce qu'il y a des déperditions, etc., même si ça peut être culturel. Au moins, voilà. C'est pour ça que dans ce schéma, on ne donne pas d'argent, on achète du matériel aux brigades. Voilà. Et comme ça, la transparence est complète. Il n'y a pas de questions à avoir de ce côté-là. Et par contre, par exemple, Sergueï reçoit, lui dispose aussi d'argent pour acheter. Quel est le processus avec Sergueï, par exemple? Alors, il y a des processus, naturellement. C'est d'abord, vous pouvez demander à un État ou à des grandes entreprises, mais ça, c'est très, très compliqué. Hein. Alors, le processus de Sergueï, c'est en fait de faire des collectes via les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Utiliser Twitter, utiliser Facebook, utiliser Instagram, parler à un public qui soutient l'Ukraine, demander. Et là, dans ce public avec qui il communique, vous allez avoir des entreprises qui vont pouvoir aussi donner peut-être 10 000 euros, 15 000, 20 000 euros d'un coup, mais vous avez aussi des petits épargnants qui vont vous donner 50 euros, 5 euros ou 200 euros. Donc, mais ça fonctionne bien. Naturellement, et là, les réseaux sociaux jouent un très grand rôle parce que c'est un moyen de communiquer directement avec les gens qui supportent l'Ukraine à travers le monde. Hein. On ne parle pas là que de Français ou que d'Allemands ou que d'Européens, ça va être des Japonais. On reçoit de l'argent de Singapour, on reçoit de l'argent d'Asie du Sud-Est. Donc c'est vraiment, les réseaux sociaux aident ce genre de fonctionnement, de récupérer de l'argent pour pouvoir acheter des drones. Et M. Sergueï, donc lui, il se finance lui-même. C'est-à-dire, il se finance lui-même, c'est lui qui fait les démarches pour récupérer de l'argent, pour après produire des drones et nous les donner. Voilà. Je rappelle que l'IRCE, en tant qu'association, on sert aussi de réceptacle
financier et fiscal en termes de défiscalisation, justement. Et on a agrémenté notre dynamique Lunar Society. Enfin, nous, Lunar Society, ça veut dire la recherche technologique dans la recherche et l'innovation, par des participations privées aussi, qui peuvent s'additionner avec des dons et des financements privés au public. Voilà, défiscaliser. Et puis on a fait un petit quelque chose aussi on a mentionné l'Ukraine, alors dire en relation avec les fonds européens, l'OTAN, etc. Mais on a mentionné l'Ukraine parce que bon, même si faut pas forcément aller en France, on dit en France plus vite que la musique, on peut griller les étapes. Maintenant, il y a une volonté d'implication, d'imbrication de l'industrie ukrainienne dans tous les dispositifs. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler des opportunités parce qu'après, on va passer aux questions techniques, il y a pas mal de questions techniques qui arrivent, les opportunités de formation que vous nous parliez il n'y a pas longtemps. Les formations, pour vous dire, c'est très compliqué, hein, parce que jusqu'à présent, en tout cas, les formations en Europe, hein, je pars dans les pays de l'OTAN, les formations en Ukraine, c'est très avancé. Alors, en Ukraine, par contre, vous avez des écoles plus ou moins privées dans toutes les grandes villes, c'est-à-dire les gens qui vont être, ou les personnes qui vont être mobilisées ou qui vont signer un contrat pour l'armée, peuvent aller, avant de rentrer dans le service, faire un stage comme pilote de drone. Alors, vous avez des stages différents. Vous avez des stages de 4 jours, d'une semaine, des stages de 15 jours et d'un mois. Alors, toutes ces écoles se diffèrent un petit peu de ce qu'ils donnent, mais ça vous donne déjà une entrée. Déjà, quand vous allez rentrer dans le service, dans la brigade, vous serez déjà un pilote de drone, Ouais. ou avec plus ou moins d'expérience. Bon, après une semaine d'école, vous avez le basique du basique, et vous allez après à votre brigade ou à votre bataillon, vous allez encore exercer avant de partir au front. Alors, quand on voit ça maintenant dans les pays de l'OTAN, je veux vous dire, en tout cas de ce que je sais via la open source, c'est-à-dire via ce que j'entends comme ça, ou que je lis dans les journaux nationaux et international en Europe, c'est qu'on n'a rien du tout. Et je vous dis ça, moi j'ai des officiers de l'OTAN qui me disent je vais devoir aller en Ukraine pendant avec mes vacances, payer 500 € une semaine d'école de drone parce que je ne sais absolument rien. Et c'est pas, j'ai entendu ça aussi de plusieurs, vous voyez, d'accord. pas d'une seule personne, mais aussi, et nous sommes dans un stade, moi je dis, c'est grave. Hein, c'est grave, parce que nous sommes obligés de former nos troupes, et je veux dire, pas seulement former un bataillon de drones français pour toute l'armée française, mais tous les bataillons d'infanterie de marine, tous les bataillons d'infanterie doivent passer par une école de drones, doivent savoir comment se comporter dans les tranchées quand quand les drones survolent, comment savoir, chaque compagnie doit avoir 1 ou 2 opérateurs de drones, et nous sommes à des années-lumière de ça. Ça veut dire que on dit aussi il faut tirer profit. Avoir un retour d'expérience sur votre expérience à vous. Ça veut dire que là, les armées françaises de l'OTAN devraient s'inquiéter et se former rapidement sur cette nouvelle composante opérationnelle sur le front, quoi. Donc, Absolument. Vous savez, dans les pays baltes, nous avons donc une brigade allemande qui est là, nous avons des Anglais qui sont là, je crois des Néerlandais aussi, je ne suis pas sûr. Et ils ne sont pas du tout prêts pour un assaut russe. Alors, tout ce qu'on peut espérer, c'est que notre aviation ou l'aviation de l'OTAN fonctionne très bien, ou espérons qu'elle va fonctionner très bien. Mais sinon, on risque d'aller vers une catastrophe. Moi, je vous dis franchement, là, si on ne fait pas quelque chose, et si vraiment l'Estonie est le prochain pays, on regarde dans le futur, là, on s'imagine, c'est l'imagination qui part un peu avec moi, mais s'il n'y a pas quelque chose qui se fait rapidement, nous allons avoir un problème. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie. Est-ce qu'Olivier, tu peux accompagner sur le chat, s'il te plaît, revoir quelques questions qui ont été posées depuis le départ? Je regarde.
Merci. Quel est le coût moyen d'acquisition d'un drone FPV en Ukraine? Dimitro, je crois que là, tu vas pouvoir plus. Alors, un drone type 10 pouces coûte à peu près 500 euros. Sans, D'accord. sans la, pas fibre optique, hein. Si vous, Ah si ouais. vous souhaitez un drone à fibre optique, c'est plus 500 euros. Deuxième question, tout arrive un peu dans l'ordre. Les petits groupes russes, mais aussi ukrainiens, parce qu'on a compris que les Ukrainiens faisaient ça aussi, quand ils sont en infiltration, est-ce qu'ils communiquent en radio lors de leur infiltration? Alors, nous, on fait très peu de ce type de petits groupes parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs que les Russes. Disons, pas du tout les mêmes même. Euh, il y a la reconnaissance aujourd'hui se fait notamment, encore une fois, grâce aux drones. Donc, c'est de plus en plus rare que la reconnaissance doit marcher à pied à travers des champs ou des forêts pour Oui. avoir telle ou telle information. Euh, Et les Russes, ils ont des petites radios, parce que du coup, vous les détectez par leur com, ou c'est juste, ils avancent et puis ils sont lancés, paumés, et les deux, vaille les que deux. vaille. En fait, souvent les petits groupes, ils n'ont pas de radio. Souvent, hein, pas toujours, mais souvent ils ont rien en fait. Mais ce qui nous permet de les détecter, ben, c'est les drones. Et quand ils marchent la nuit, c'est toujours les drones parce que c'est des drones avec les lunettes thermiques, on les voit bien. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que je peux Parce qu'on ajouter une parle de petite drones chose? et d'objets volants, les Ah, Si vous avez- hélicoptères, est-ce qu'il y a des hélicoptères qui sont un peu engagés dans les combats? Non, C'est fini. OK. on a non. vu Alors, Xavier vient d'arriver. Pardon, on va laisser répondre Nitro et on va juste, accueillir ouais, Xavier. juste vite fait. Alors, les hélicoptères, ils sont engagés, mais pas du tout sur la ligne de front. Pas du tout sur la ligne de front. Ils sont engagés pour abattre les charrettes, par exemple, ça oui. Mais sur la ligne de front, c'est Ah, d'accord. inimaginable. Ils vont se laisser abattre, Hmm, à peine en l'air, ils vont se faire abattre par les drones, encore une fois. hmm. Merci. Merci Olivier, on va continuer. Xavier, vous vouliez Ouais, intervenir juste un sur... petit point sur notamment sur les équipes de reco Bienvenue déjà, du bienvenue. bourg, sur la communication. Bonjour à tous et désolé encore pour le retard. La reco offensive, qui correspond en fait pour aller choper du renseignement pour le Gour, ils ont des radios, notamment pour avoir les informations qui leur sont descendantes des observations par drone qui leur dit qu'est-ce qu'il y a devant eux, à droite, à gauche, etc. Donc eux, ils écoutent à la radio et ils émettent quand même le moins possible. Quand ils émettent à la radio, c'est un moyen de se faire détecter parce que les Russes ont aussi beaucoup de capteurs de guerre électronique. Et pour ce qui est des hélicoptères, il n'y a aucun objet volant de grande taille. On m'a dit la distance, hein. J'ai fait des vidéos avec les pilotes d'hélicoptères et de chasse. À 7 km du front, ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de gros. Donc 7 km, le Ouais. close air support n'existe pas. Quel que soit le Sukhoi 25, les drones de grande taille, etc., nos drones patrouilleurs, etc., il ne faut pas imaginer qu'un drone patrouilleur survive à moins de 30 bornes du front dans une guerre de type Ukraine. Donc on est totalement décalé. Et pour les Russes, les Inokodets, les Orion, pour les Ukrainiens, les Bayraktar TB2, ils ne sont engagés que quand ils ont préalablement détruit les radars qui peuvent nous détecter. Et il y a quelques rares opérations commando, mais là, les CCO de Mitro, il les connaîtra certainement mieux que moi, qui font de la pénétration en TT très 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 basse altitude. Donc moi, ils m'ont dit que c'était 20 cm d'altitude. Et notamment, ils ont fait des opérations à l'est de la rivière Oskil avec un Black Hawk. Ça a fait pas mal de bruit en, je dirais, fin juillet ou début août. Ils se sont posés de l'autre côté du Dniepr. Ils ont fait descendre des commandos, ils ont détruit énormément d'équipements, ils ont ramené des équipements et ils sont repartis en très très basse altitude. Mais la pénétration derrière les lignes ennemies, c'est un truc qui arrive une fois tous les 6 mois. Et pour vous donner un ordre d'idée quand j'ai fait ma vidéo avec eux au mois d'août, avec moi, mais j'ai pas eu le droit de le filmer, donc eux ils s'entraînaient, enfin ils sont posés à cet endroit-là, et il y avait un test pour qu'un robot terrestre puisse
sortir par l'arrière du Mi-8 pendant que les commandos ils sortent par la porte avant. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés par une 12-7 dans leurs opérations au sol quand ils vont aller. Ça, c'était ce qu'ils étaient en train de préparer pour les CCO, pour leur prochaine mission. Et ils validaient justement le concept d'emploi d'avoir les portes qui s'ouvrent pendant qu'ils sortent, eux, par l'avant, quoi. Ils étaient en train de chronométrer les timings. Ok, merci Xavier. Olivier, on continue? Oui, on continue. Alors, question technique pour Dmitro, peut-être Xavier d'ailleurs. Existe-t-il des drones anti-jammers, anti-brouillage, qui sont capables de se guider de manière autonome jusqu'aux antennes de brouillage qui, justement, sont logiquement détectables? Alors, c'est tenté expérimentalement dans la 25e brigade aéroportée ukrainienne avec un partenariat avec une start-up américaine qui les a fait tester sur le terrain. J'ai pas de retour opérationnel. Peut-être que Dimitro en aura plus. Non, de Dmitro? mon côté, oui, non, de mon côté, j'ai pas connaissance de ça à ce stade-là, pour être tout à fait Et honnête. d'où viennent les semi-conducteurs des drones russes? Est-ce qu'ils les achètent aux Chinois? Est-ce qu'ils les achètent sur le marché? Comment ils font? Ça- c'est- Alors, Xavier, peut-être tu sauras mieux répondre que moi. Ah bah ouais, en fait, quasiment tout est chinois par la masse. Dès que c'est suffisamment petit, c'est chinois. Dès que c'est des drones avec de l'IA, c'est forcément chinois ou importé de toute façon. Et même les drones type Shahed, et en gros, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le CRPA. Donc, quand ils ont un missile ou un drone Shahed qui va voler, il y a énormément de guerre électronique en Ukraine. Et donc, ils doivent multiplier le nombre de capteurs GPS sur ces drones pour pouvoir continuer à naviguer en environnement brouillé. Et la synchronisation des différents capteurs, les Russes sont incapables de le faire au-delà de 4 capteurs. Donc dès qu'on a un brouilleur, enfin dès qu'on a un capteur de GPS qui a plus de 4 capteurs, c'est chinois. Et les Chinois se font des sommes folles. C'est ma prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, ça pour le coup. Du coup, j'ai fait des reportages avec eux. Le montage est en train d'être fini. La puce de synchronisation, comme les Russes n'ont pas le choix, juste la puce, apparemment, les Russes l'achètent 15 000 $. Parce que les Russes n'ont pas le choix, donc les Chinois se font des fortunes en survendant le truc à des tarifs absolument improbables, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire bon, tu parles de GPS, donc GPS, de quel GPS on parle? Est-ce que Galiléo intervient Oui, là-dedans ou pas finalement? bien sûr, bien sûr. Et quand je dis GPS, c'est comme on parle de système patriote. En fait, on parle de patriote et de Mamba Santé. Dans le Ouais, d'accord. GPS, quand je dis GPS, c'est Baidu, GLONASS, GPS, Galileo, Ah, tout est fusionné. ok. Olivier? Autre question, à la suite d'un débat qu'on a eu au cours de la conversation et euh, sur la notion d'essaim. Dmitro nous disait les essaims, de toute façon, il y en a un peu partout. Mais est-ce qu'il y a pas est-ce que les essaims grand 1, ça ne doit pas être finalement des actions de drone très coordonnées à la quasi-imitation? Et est-ce que dans votre réponse, Dmitro, vous ne parlez pas de masse de drones? Est-ce que des nuages de drones qui arrivent en masse et notamment les frappes à 600, 700, 800 véhicules aériens qui arrivent sur l'Ukraine, ça c'est de la masse, mais c'est pas forcément de l'essaim de drones notamment voilà, sur le front tactique. Alors, encore une fois, peut-être je comprends pas tout à fait qu'est-ce que c'est qu'un S1 de drone. Par exemple, aujourd'hui, les drones Shahed qui attaquent l'Ukraine, ils sont de plus en plus souvent abattus par des drones intercepteurs. Donc, quand vous avez, je dis, allez, 200 drones russes qui arrivent sur Kiev, ben vous avez 300 drones ukrainiens qui montent en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des essaims, c'est des essaims. Mais après, sur la ligne de front, ben, les drones volent à peu près tout le temps, mais ils ne volent pas tous Comme un dans essaim, une direction tous ensemble, l'essaim, quoi. c'est comme un essaim d'abeilles ou truc qu'on voit. C'est Oui, un oui, groupe coordonné finalement. C'est pas, c'est oui. ça qu'on veut dire. On peut parler en tant qu'essaim. Non, En mais fait, chaque drone a
pardon Xavier, chaque drone, il a un objectif séparés. Ils peuvent pas, enfin, en tout cas, moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu allez, 100 drones qui vont vers une seule cible. Voilà, c'est ça, les simples. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle Bon, la boule oui, de feu mais aussi, d'une certaine façon. Et alors, aujourd'hui, en ça fait, n'existe pas encore. Xavier, oui? si, si. peut-être Mais en fait, du côté russe, enfin, j'ai jamais entendu parler du côté russe. Le problème, quand on en parle aux Ukrainiens, c'est qu'au-delà de 7, 8, 10 drones qui sont en Ouais. même temps sur une même zone, il y a une saturation, il n'y a pas assez de bande de fréquences disponibles, donc ils sont limités. Et il n'y a pas d'essaim dans le sens où chaque drone est piloté par un humain pour l'instant, et les Russes ont la même chose en face, sauf à partir du moment où il est lâché à un endroit, où il a acquis sa cible avec l'intelligence artificielle, et qui va aller tout seul jusqu'à l'objectif. Et donc ça, c'est des drones avec l'IA, ils ne coûtent pas 500 euros, ils vont coûter plutôt 850, 900 euros. Et il y a des expérimentations ils en sont à la troisième génération d'essaims. Et donc c'est des drones en fait qui vont se suivre et on ne pilote que le premier. Voilà. Et dans l'exemple que j'ai vu, ils en avaient 5. Et les drones suivants vont suivre en fait le premier. Et donc on ne pilote que le premier. Ceux qui sont derrière vont éviter les montagnes, enfin vraiment suivre le premier et s'adapter à la progression du premier. Et une fois qu'on arrive au-dessus de la cible qu'on veut viser, par exemple, on sait qu'on veut viser une maison derrière une fenêtre, on a nos 5 drones, on dit je veux que le drone numéro 1 et le numéro 2 me suivent, en laissant 10 mètres d'écart. Le drone numéro 1 fait péter la fenêtre, le drone numéro 2 rentre et explose à l'intérieur. Et j'ai les 3 drones qui sont au-dessus, qui sont restés en rotation, mais il faut imaginer, il y a les batteries, c'est 8-10 minutes, hein. Donc, Ouais. il faut que ce soit assez rapide. C'est pas plus de 5 km sur ce type de drone-là. Et du coup, les autres drones, ils peuvent leur attribuer une cible, un par un. Je vise un char, c'est bon, je l'ai eu, donc je change de cible. Et ou alors le deuxième, j'essaye, troisième, j'essaye aussi. Vous voyez? Mais donc, ça se limite pour l'instant au suivi D'accord. du drone qui est devant. Ouais, c'est pas une Mais notion de boule de feu comme je l'exprime, tiens, parce que c'est vrai qu'on voit dans les faits des trucs comme ça, c'est comme quand on voit les martinets qui sont ensemble, enfin les oiseaux ou les non, poissons mais qui se groupent, tiens, et ça théoriquement, peut faire une boule de feu ce que j'ai vu particulière. avec 5 drones, à mon Oui, avis, il c'est peut un le faire drôle. avec 100. Oui, Mais bah quel ouais. est l'intérêt d'en avoir 100 vu qu'en face, ils sont avec des. Sauf à En fait, produire. la protection, c'est quand même du fusil à pompe, hein, face aux drones. Ouais, ouais. Donc l'intérêt, c'est pas tous d'arriver au même endroit, c'est d'arriver autour. D'accord. Mais moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Ok. Olivier? oui. Question suivante sur finalement les processus d'innovation. Je vais essayer de la reformuler. Comment est-ce que on qualifie quelqu'un a une idée, il va le prototyper, donc il va essayer, mettons avec des bouts de scotch ou je ne sais pas quoi, mais comment est-ce que on accélère le système pour que le prototype est testé, développé, qualifié et mis en service? En France, ça prend, alors je vais pas insulter beaucoup d'auditeurs, mais ça prend du temps. On va dire ça gentiment, ça Oui. peut prendre du temps. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour accélérer je sais qu'il y a la pression de la guerre, mais il y a un processus où Et c'est par on parle des drones, brigade, là. c'est centralisé. Comment on fait? Alors, vu de ma position, alors comment ça se passe? Il suffit, donc les gens montent des entreprises, tout simplement. Et quand ils ont une idée d'innovation, d'un produit, etc., ils montent une entreprise, ils créent le produit. Après, ils vont le tester. Ils vont le tester, donc des moyens pour tester un produit sont illimités, en fait. Il faut frapper aux portes d'une brigade ou d'autres brigades, etc. Les brigades, en général, veulent bien tester des innovations. Donc, une fois que c'est testé, ben, soit ils passent directement par les ONG dont on a parlé tout à l'heure pour fournir ça aux brigades, soit ils se mettent aux enchères publiques de Prosoro pour que les brigades puissent acheter en direct. Ensuite, il y a un processus qui s'appelle la codification. Donc la codification, c'est un peu la reconnaissance publique, on va dire l'homologation publique de tel ou autre produit. Par exemple, les drones que l'État fournit à l'armée, que l'État, je dis le ministère et les organismes d'approvisionnement
sont obligatoirement codifiés et de plus en plus de drones qui sont fournis même par la société civile doivent être codifiés. En fait, codifiés, ça veut dire être homologués, quoi. Ils sont reconnus, répondre à leurs caractéristiques techniques déclarées. Ils sont reconnus, enfin, répondre à certains nombres de critères, tout simplement. Si je Voilà, résume, après, si je c'est résume, bon. Ouais. si je résume, initiative privée, test avec une brigade, n'importe laquelle, et une fois que la brigade a dit oui, on va homologuer sur une agence publique qui va dire oui, oui, c'est bon. En clair, c'est d'abord décentralisé et ensuite ça monte à l'agence centrale publique. Exactement. Et beaucoup de ces produits ne montent même pas à l'agence centrale publique, hein. Ils peuvent être fournis directement aux brigades. Il y a aucun, enfin, il y a pas, je peux pas dire qu'il y a aucun problème, mais c'est à la responsabilité du fabricant après d'assumer les conséquences si le produit il est pas aux normes, quoi. Mais il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de drones aussi qui ne sont pas homologués par l'État, mais qui sont quand même fournis aux brigades. Donc c'est l'initiative privée, tout à fait. Est-ce que je peux donner un exemple sur ça? Vas-y, vas-y. Ouais. Il y a un exemple qui est frappant en termes de compréhension horizontale de la situation avec les boîtiers qui permettaient de connaître la fréquence du drone qui est en train de nous survoler. Et de ça, on savait si c'était un Orlan 10. Enfin, voilà, on pouvait identifier le drone à partir. Et donc, ils ont un boîtier ici avec une fréquence qui s'affiche dessus. Et le mec qui a inventé ça au début, je suppose que Dmitro, vous en avez plein, vous aussi. Et ce qu'on m'a raconté, en tout cas, c'est qu'au début, c'était un gars qui avait bidouillé ça. Et puis à la station-service, qui sont un peu le lieu avant d'arriver sur le front, c'est quoi ton truc? Ah ok, génial, tu peux nous en faire un. Donc il en a fait 10, 100, etc. Et il a créé une boîte parce qu'il a répondu à un besoin que lui rencontrait. Et donc en réalité, et déjà une boîte, ça se crée en 10 minutes en Ukraine, hein. En ligne sur l'application d'IA, c'est un pays qui est très digitalisé. Donc il crée sa structure, il s'associe avec des copains, il fait travailler les petits vieux dans la maison de retraite pour faire l'assemblage. Et tout le monde a ça maintenant. Et la génération qui a maintenant, donc ils ont leur boîtier, ils ont la fréquence, et de l'autre côté, ils ont un récepteur qui est sur le bras ici, avec un écran comme un écran de smartphone, et ils vont choisir la fréquence qu'ils veulent écouter. Et quand il y a un drone russe qui émet sur 236 MHz, ils affichent 236 MHz et ils voient ce que le drone russe voit pour savoir si c'est eux qui sont visés ou pas. Voilà. Ouais, Et d'accord. en fait, le concept d'innovation, il est soit très horizontal comme ça, Hmm. soit il va avec des entités qui sont ultra connues comme Brave One, qui est un peu comme l'agence d'innovation de défense en France, on va dire, et qui s'inscrivent dans des verticales, intelligence artificielle, enfin voilà, il y a tout un... Mais justement, l'Agence Innovation de Défense ou la DGA, elle prend en compte ces innovations-là qui sont faites concrètement sur le terrain ou pas, finalement? Mais non, mais on a des concepts d'innovation qui sont... Oui, enfin bon, ouais, qui nous, doivent les être IA, adaptés, qui doivent être un peu plus smart, mais un ne peu serait-ce plus, que mais... pour que ne serait-ce que sur ces exemples-là. Enfin voilà. Bah, Ouais. je vois pas je connais pas de système. Et puis il faut savoir que la prise de décision est très décentralisée parce que l'État ne peut pas tout contrôler. Euh, Oui, oui, les oui. brigades, les 100 brigades, à 5 kilomètres près, ça Dmitro pourra le dire mieux que moi, à 5 kilomètres près, c'est plus le même besoin. C'est plus la même fréquence de drone, c'est plus la guerre électronique la même, c'est plus le même type de contrôleur et c'est pas les mêmes détecteurs qu'ils ont en face. C'est ce que Et donc j'avais même bien identifié, il y effectivement. a une sorte de Ouais, ouais. marketplace Amazon dans Hmm. lequel Ouais. l'unité peut dire bah, lui, il a besoin de ça, etc. Et à côté de ça, il s'équipe avec des financements participatifs auxquels nous on contribue, quoi. Hmm. Question Euh, suivante. ouais. Comment, parce que là, on parle des drones, mais l'anti-drone, donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour renforcer l'anti-drone? Et je vais poser deux questions, aussi bien en détection que sur la question des effecteurs. On parle de quel type de drone? C'est les Shahed ou c'est les FPV sur le Non, front? non, non, on est sur le front, donc la bande de 30 km part et d'autre du front. Dimitro, tu veux répondre? En fait, moi, je connais pas je maîtrise pas très bien le sujet de la guerre électronique pour être tout à fait franc. Je sais que
Ben, comme on disait au début de notre conversation, en fait, le concept, il est très simple. C'est Sergueï, je crois, qui en parlait. Il s'agit de broyer les fréquences des drones qui volent, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, il faut juste connaître ces fréquences. Et ça, comme on vient de le dire, en fonction des parties de front, il y a telle ou autre fréquence qui sont utilisées ou qui ne le sont pas. Souvent, on change de fréquence, etc. Et ensuite, voilà, les broyeurs, ils sont partout. Il y a des différents types de broyeurs. Il y a des gros, il y a vraiment de très gros, justement, pour tout bloquer. Par exemple, quand vous avez une attaque sur une ville à l'arrière, en Ukraine, une grande ville, quand vous avez une attaque de drones en masse, des Shahed, etc., on met en place des REP, donc on appelle ça REP, donc la guerre électronique, et votre GPS est perdu, parfois votre téléphone peut être perdu, etc. Tellement c'est puissant. Après, il y a des petits appareils individuels, il y a des appareils qui éjectent comment, comment dire, des rayons de fréquence très Hum, pointus, etc. hum. Oui, mais Est-ce que, face au brouillage, on a bien vu arriver tous les drones par fibre optique. Ceux-là, on ne peut pas les brouiller. Comment est-ce qu'on détecte les drones à fibre et comment est-ce qu'on les descend? Est-ce que c'est du canon de 20? Est-ce que c'est des mitrailleuses lourdes type 12-7? Est-ce que c'est de l'arme Fusil à légère pompe. d'infanterie? Hum, Est-ce que c'est autre chose? C'est fusil à pompe. Est-ce que je peux répondre sur ça? Oui, vas-y. oui, bien sûr. La détection, il y a 16 000 capteurs acoustiques qui sont répartis sur le front. Et les capteurs acoustiques, c'est développé par la société Zvok, avec- qui sont des gars qui, à la base, jusqu'en 2022, ils faisaient de la reconnaissance de voix d'acteurs pour les dupliquer en IA. Donc, c'est vraiment des gars qui viennent du monde du son. Et quand la guerre a commencé, ils ont utilisé leurs capteurs. Ils ont d'abord dit aux gens, laissez votre téléphone avec l'application allumée sur votre fenêtre, comme ça, on verra les missiles et les drones Shahed arriver. Hum, Et ça a vraiment très très bien marché, à tel point qu'ils ont développé tout un réseau de capteurs acoustiques, parce que quel que soit le drone, le missile qui passe, il a une signature sonore qui est unique, et ça permet de faire une triangulation, de suivre l'évolution, le mouvement. Et quand on va dans les... Mais c'était avec toi, Dmitro, qu'on avait été dans le... Ah non, ah non, je confonds avec une autre unité. C'est la 155e brigade sur ma chaîne, vous pouvez regarder dans le QG justement avec les systèmes de détection dans lequel ils voient euh, sur le même environnement, le C2, hein, hum. ils voient aussi bien les Sukhoi 34 qui larguent des bombes planantes sur la mer d'Azov et qui survolent Mariupol et qui planent à 50 bornes, que les drones, avec Mitro, quand on allait sur le terrain, tu avais ton application, là, Virage, qui permettait de voir si les Russes avaient un drone d'observation qui était en vol. Exactement. Et donc, on a la position il y a 2-3 minutes, on sait où il se trouve, donc on sait si on est en danger, si on va en position. Et ça, c'est parce que ce drone émet, donc on a la guerre électronique, on a nos propres radars, on a l'acoustique qui est au sol. Et donc, pour la fibre optique, il n'y a que l'acoustique qui va fonctionner, évidemment. Et la protection, c'est uniquement du fusil à pompe, hein. Il n'y a Hum. aucun effecteur. Pour les petits drones à kamikaze FPV, la 12-7, ça va pas, quoi. Mais est-ce qu'on a Non, mais sur les FPV, est-ce que mettre du fil finalement, enfin, Il y a beaucoup de filets. ouais, même sur les FPV. Il y a beaucoup de filets de pêche qui Ah, sont de mis autour filet, de. d'accord. Mais des filets. du fil de fil au Ok, guidage, je veux dire, non, sur du FTV. Attends, mais, Olivier. mais le Sur fusil du à F... pompe, c'est à une portée finalement assez courte de Oui, mémoire. C'est 50 mètres, 100 mètres, c'est moins pas que ça, plus. ouais. C'est même moins que Donc ça, hein, on est c'est d'accord, c'est 20 mètres, ouais. l'autodéfense. C'est Ah, de c'est de l'autodéfense l'autodéfense. immédiate. Ok. Ben, je Et remets ma question, pardon. Est-ce qu'on met du fil sur du FPV? le fil, Ben, du fil au Du guidé. fil optique. du fibre optique, oui, bien sûr. Oui, Mais oui, oui, c'est 5%. La ouais, position où c'est on était avec 5%. Dmitro, Ouais, d'accord. la position où on était avec Dmitro, il y avait un fil de fibre optique qui était au-dessus de nous, qui était passé, quoi. Oui, Donc on oui, sait que d'accord, mais c'est même pour vraiment. du FPV, quoi. Même pour le FPV, bien Ah sûr. ouais. Ça va être du drone Surtout pour lourd à 80 kg jusqu'au FPV, ça existe bien sûr, Ok. en kamikaze. Olivier, Et un ce autre, que font les Question un autre suivante, Ukrainiens, moyen. question suivante, question suivante. ok. Je suis un peu le gardien du temps et
Quelle est la part des drones qui nécessitent ou qui portent de l'imagerie thermique ou des capteurs d'imagerie thermique? Moi, je dirais entière. Un Mais, tiers, oui, ok. parce qu'il fait nuit un tiers de la journée. Non, mais quand Moi, je Oui, vous sais allez pas. enfin, voir, vous allez de chez notre expérience. Airlogix, chez Gore, ils vous disent, bah, on vend 3 drones, dans un paquet, c'est 3 drones, un nocturne et 2 diurnes, c'est tout. Oui, voilà. Et question suivante sur les fibres optiques. On sait, on a compris que la portée initiale était de 10 km. Est-ce que c'est toujours ça? On a entendu parler de drones Non. à fibre optique jusqu'à 40 km. Est-ce que ces drones à 40 km, c'est les plus courants ou c'est encore exceptionnel et les drones de contact restent à 5 ou 10 km? Alors, les drones à fibre optique aujourd'hui, les plus courants, c'est entre 25 et 30 km. Je pense que les 40 km, ça va pas tarder. Euh, 5 km, moi, je pense que c'est plutôt non, hein. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à utiliser un drone à fibre optique à 5 km. Pour les Enfin, ça FPV dépend. kamikazes. Les FPV kamikazes, c'est sur à 5 km, je croyais. Non, là, on parle des drones. Du fibre optique, aujourd'hui, on le développe, les bobines qui vont à 25-30 km. Bien sûr, bien sûr. Non, ce que je disais, c'est que globalement, il existe des fibres optiques pour 5 km pour le drone kamikaze FPV, et il existe des Ok, fibres optiques à 35 bornes pour les drones lourds Oui, oui, qui vont aller loin, quoi. d'accord, ok. oui, oui, oui. Parce que Ah, ça pèse son poids, quoi. ouais. Mais pour les FPV, c'est pas plus de 5 km. Je continue. Ouais, Parce qu'il y a plein de questions quand même. ouais. Sergueï, en tant que fabricant de drones, avez-vous des difficultés d'achat des moteurs électriques, en particulier en Chine, suivant la performance visée? Et je vous lis la parenthèse, parce que là, je comprends pas très bien, mais c'est S'il est normal, je encore suis là. lettreux. Moteur ou aimant permanent constituant moteur. Sergueï. Si Enfin, tu je crois t'adresses à qu'il Sergei, il faut parler en anglais, mais je sais pas s'il est encore là. Donc, I'm C'est de l'aimant sorry. permanent. Ouais. il n'est pas là en ce moment. Il n'est pas là en ce moment. C'est des moteurs à aimant What permanent. was the question? Yeah, the Ah, question ok. is, do you have, Could you do you translate have, the question? yeah, Yes. do you have difficulties to obtain electric engines for your drones, especially from China, considering the performance you aim at? And what about the engines, about magnets, permanent magnets, or other engines? Well, the question of producing first, thank you for your question. The issue of producing drones China free is of course in the air, and we at the United Man Systems we can produce our drones fully China free. That means not using any Chinese component. But it is not enough to be able to produce drones China free. Just imagine that you use some components which come from Taiwan or from the United States. And then something happens on Taiwan. What happens to your supply chain? Or you obtain some components from the United States, and then the US president says that our tremendous chips should not be used anywhere except if they are glorious drones for this army, and the Europeans don't pay us enough money, so we don't send them the components. Okay, that can happen. So the real issue is not to be able to produce the drones China free, but produce the drones European. And this is the issue, because we don't have in Europe capacities to cover all the demand. As both Dmitro and Alex have already mentioned, Ukraine produces over 3 million FPV drones a year. That means that this number will only increase. But to produce 3 million FPV drones, you need 12 million motors. You need 3 million cameras. You need 3 million flight controllers and other components. It's not about only be able to produce like some parts. You need to have everything. A drone doesn't fly without a camera. A drone doesn't fly without a flight controller.
or about, let me say, some meter of copper cables. That is the issue. And if you ask some producers, can you produce for us some chips which are not overkill chips? Because with chips to use in the FPV drones, they are much more capable than we need. They have many capacities which you don't need in the field. Thinking about that, this drone is single use; it only flies one way. And then the producer tells you, yes, we can produce it a chip with less characteristics, but it will be more expensive for you because it will be extra produced one, and which we obtain from us at Overkill. It is, let me say, it's a mass production, and that's why it's cheaper. So here, as a producer, despite the fact we produce like thousands and thousands of drones, we are not big enough to influence the market in Europe. We cannot inspire European producers to produce enough of chips, and I think that is the issue of the European Union. We need these producers. We need the whole chain of the components in the EU. We can see it. But if you ask us, can we produce a drone China-free? Yes, we can. Do we produce? Yes, we do. Do you want to know more about it, like how you can substitute Chinese components with European components? We can gladly talk about it. Okay, thank you. Next question, I'll switch to French. Est-ce que, on parlait des détecteurs acoustiques, est-ce qu'il est envisageable de mettre des détecteurs acoustiques sur un drone, justement? Je suis incapable de répondre à cette question. C'est beaucoup trop bruyant, mais il faudrait demander à Sergei. Sergei, have you thought about putting a sound detection system on a drone? Oh, sorry. Oh, thank you. We don't put sound detection on a drone because, let me say it the way. A sound detection is one of the ways to detect an incoming drone. You need it for anti-drone warfare, and you can use it on the ground to identify drone. And it's mostly, in most cases, a combination of audio detection and video detection. Then if you have like some sort of automatized air defense things like shotguns or grenade launchers, you can use both of them. To put it on a drone, I would say it makes no sense. First of all, because it will be interfered by all possible external factors, including the engines of the drone itself, wind, etc. And if you use an interception drone, the drone which intercepts aerial targets, you know already where enemy drone is before you fly it. So I don't see the need to put an audio detection system on a drone, just because if you use air detection system, you use it on the ground. Good, thank you. Les trois dernières questions du même auteur, donc elles sont précises. Première question, utilisez-vous encore des FPV de moins de 10 pouces? Première question. On peut peut-être y répondre oui, non. Oui. D'accord. Deuxième question. Du largage de charge, et notamment de charge explosive, j'imagine, est-il fait avec ces drones FPV? Sous-entendu, il survole, il laisse tomber et puis il va ailleurs. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Non, c'est pas les mêmes drones qui font ça. C'est pas les mêmes drones, c'est toujours les drones avec les caméras et les drones qui peuvent être pilotés avec des systèmes semblables au système FPV. Mais les drones FPV, concrètement, ceux dont on parle, ne font pas ça. Du kamikaze. OK.
Troisième question, Il y en a des un petit utilisez-vous... peu plus gros, juste sur ça, notamment les Wild Hornet. Le Wild Hornet, c'est 10 kg, 10 km, donc lui, il a la capacité de faire du largage, mais c'est assez résiduel par rapport à la masse. D'accord. Dernière question de ce correspondant. Utilisez-vous le saut de fréquence sur les FPV et j'ai envie de dire sur les autres gammes de drones? Pardon, j'ai pas bien entendu la question. Le saut de L'évasion de fréquence, fréquence, pour radio. l'évasion de fréquence, le saut de fréquence pour guider le drone, il est sur une fréquence et puis une demi-seconde après, il est sur une autre fréquence pour éviter d'être repéré, détecté, etc. J'ai pas connaissance de ça. En Crois fait, pas. c'est une technologie qui n'est pas réellement adaptée au terrain, puisque c'est du coup forcément du numérique. Et ils n'aiment pas beaucoup le numérique parce que quand tu pilotes et que tu passes derrière une zone où on capte plus, derrière un immeuble ou une colline, le numérique, c'est un ou zéro. Tandis que quand on est avec de l'analogique, même quand il reste 10% de visibilité, on a quand même un visuel. Et du coup, l'utilisation de l'évasion de fréquence, c'est la base de tout le monde depuis très longtemps. Et ils en sont déjà aux générations suivantes avec des gammes où bref, c'est plus compliqué que la simple évasion de fréquence aujourd'hui. Mais pour les FPV, c'est pas quelque chose qui est spécifiquement apprécié d'avoir une résilience importante à la guerre électronique. Pour eux, il vaut mieux avoir un drone, par exemple, qui va avoir de l'analogique, il perd sa communication et il est capable de continuer tout seul jusqu'à l'impact avec de l'IA, par exemple. Ok, je crois qu'on a terminé la question. François, à moins que j'ai raté quelque chose. Je peux vous partager quelque chose, un écran? Tu es en mute, François. Oui, tu peux partager. Ouais, ça marche. Merci. Avec plaisir. Merci, merci Olivier pour les questions. Donc Xavier, c'est bon. Ouais, ça c'est l'écran. Ah non, ça c'est le Mister. Ok, super. Yes. Xavier, on n'entend pas. Mais on voit on voit plus. On voit le tableau, hein. Bon, je suis désolé, a priori, quand je suis. Je suis désolé, a priori, quand je suis sur le tableau, vous ne m'entendez pas. Ça, c'était Ah, la qualification pour Brave One, la priorisation des différentes dimensions technologiques à prioriser pour voir s'il y a deux personnes qui sont dans la même case, qui font tous les deux ah ouais. du déminage avec de l'IA, par exemple, ils vont les faire travailler ensemble, etc. C'est juste pour vous montrer le tableau Ah, ok. de coordination des équipes, de Hmm. priorisation. Voilà. Super. Moi, j'avais une question une dernière. Comment Alex, on a parlé de l'OTAN, au niveau de l'OTAN. Est-ce que il y a un rétex permanent qui se fait, ne serait-ce qu'avec le tableau qu'on vient de voir avec Xavier, est-ce que l'OTAN est quand même toujours présent pour assurer une optimisation du processus finalement? Bah, normalement, l'OTAN devrait en fait écouter les Ukrainiens et il y a beaucoup de propositions qui viennent de l'Ukraine pour encadrer les forces de l'OTAN. Hein. Je sais qu'en Allemagne, il y a cette proposition donc d'ouvrir une école de drone, mais c'est surtout un problème politique là. Hein. Ça, c'est vraiment, moi, je vous dis que les drones FPV, par exemple, en Allemagne, c'est très très mal vu. Hein. Le Ouais. public voit ça qu'une drone kamikaze, ça tue. Oui, ça tue. Moi, je dis c'est la nouvelle artillerie, si on veut. Mais de vendre ça au public européen, on va faire des écoles de drones, on va avoir Mhm. des bataillons remplis de drones qui vont kamikaze. Déjà, le mot kamikaze, ça va pas faire vendre aux politiques et euh, aux gens, aux Allemands ou aux Français. Ça va toujours être, ça va être la guerre totale, la guerre définitive, ça va tuer, tout ça. Donc, il y a un grand problème, c'est le problème politique de dire on
investit, l'OTAN, l'armée allemande, l'armée française, les Tchèques, les Danois investissent dans des drones et ouvrent des écoles de drones pour ces armées-là. Et là, c'est le problème, pour le moment, c'est un problème politique et qu'il faut changer. Hein. Il faut que les Européens changent de mentalité, qui regardent ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Et nous avons assez d'Ukrainiens qui sont des vétérans, qui ne sont plus actifs dans les brigades, qui sont invalides, par exemple, qui peuvent donner des cours. Mais ça, vous voyez, ça, il faut vraiment que les politiciens se mettent d'accord et investissent en fait dans les armées européennes, dans les armées de l'OTAN, de dire nous ouvrons maintenant des écoles de drones, pas justement pour un bataillon, pour les bataillons spécialistes de drones, mais que toutes les unités d'infanterie passent, qui fassent 2 semaines de stage pour pouvoir savoir comment se comporter dans les tranchées face aux drones. Chaque compagnie a 1 ou 2 pilotes de drones. C'est ça ce que l'OTAN doit faire. Mais on est très, très... En tout cas, on a été bluffé en 2022 sur la réaction efficace, hein, donc, pour taper les colonnes de chars. Voilà, en tout cas. Alors, on arrive au bout. Je voulais tous vous remercier. Alors, surtout aussi, comment Xavier, c'est l'écosystème un peu de Xavier finalement, avec qui on parle, avec qui j'ai tiré la pelote, hein, donc au niveau financement, puis après aller sur le terrain. Donc on n'a toujours pas calé notre éventuelle venue en Ukraine, peut-être en octobre après le Warsaw Security Forum de Pologne. Voilà, en tout cas, ça a été très très riche, je pense que tout le monde a apprécié. Merci encore à tous d'avoir été ici, parce qu'on est encore une soixantaine. On a commencé à 80, on est encore une soixantaine au bout de 2 heures. Et il y avait une question très technique. Je ne pense pas qu'on ait vu de visio aussi technique. Et merci pour ces partages aussi qui s'est fait. Merci Olivier à toi pour ça. Thank you very much, Sergei, for your explanations. Et puis j'espère que dans l'Union unie dans la diversité, tout le monde aura un peu sa part en tirant profit de retour d'expérience ukrainien, qui ne doit pas rester lettre morte maintenant aussi, et qui doit servir pas forcément uniquement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'OTAN, les pays de l'OTAN, et puis tous les autres d'autres théâtres d'opération. Voilà, donc Sylvain, les liens, j'ai mentionné les liens, on verra si ça marche. En tout cas, la page est ouverte, donc on espère aussi sur les réseaux sociaux pour faire des actions vers nos amis ukrainiens, en espérant encore une fois que les industriels, unis encore une fois dans la diversité par leurs apports, leur savoir-faire. Nous, on a lancé l'Observatoire Drone après tout ce qu'on a vu au Salon du Bourget. C'est vrai qu'il y a, avant le Covid, il y a toujours l'époque avant, après le Covid, on voyait des drones que chez les Estoniens finalement. Et là, au Salon, on a vu des drones partout. Alors, que ce soit FPV, que ce soit les drones de Turgis, Gaillard ou d'autres, mais et quasiment plus chez les Baltes. Mais par contre, voilà, c'est un foisonnement de technologies. Il ne faut pas l'arrêter, il faut l'utiliser à bon escient. C'est comme dans l'énergie aussi. On a lancé maintenant les petites centrales nucléaires, donc on a 9 projets différents. Donc dans les drones, je pense que toutes les technologies sont bonnes. Il faut juste les adapter en termes de coût, délai, performance, comme on dit aussi en maîtrise de risque, avec une bonne analyse de la valeur pour savoir comment on met notre argent, et surtout avec traçabilité et transparence et efficacité. En tout cas, merci encore. Vous retrouverez tout ça sur notre chaîne YouTube aussi et sur notre site. Et je vous rappelle, lundi prochain, pour les inscrits, on a notre dîner avec 2 anciens, et ça c'était de l'OTAN, qui vont nous parler de la transformation, l'évolution de la transformation de l'OTAN. On l'a même ouvert aussi en visio parce qu'on avait fait le plein. On va faire certainement la même chose avec notre dîner du 23 octobre sur la gouvernance spatiale avec l'ESA. Donc ouverte aussi
à travers l'Europe, pas que les ambassades en France, mais à travers l'Europe aussi. Et puis, je vous rappelle aussi notre visio du 7 octobre sur l'OTAN, sur l'analyse que je vais faire avec l'ambassadeur de Kharkov, l'ambassadeur belge qui est revenu maintenant en Belgique, qui était en France auparavant, et le général Jean-Marc Vigilant, qui était aussi à Norfolk, même pas en tant que SACT, et qui était aussi ancien directeur de l'école de guerre, tous deux au sein de l'IRCE. Il y aura peut-être un ou deux politiques qui vont s'y rajouter. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, bonne soirée et à Merci. bientôt. Bonne Merci. soirée à tous. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.